Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première assemblée digitale organisée par la Centrale Générale FGTB Namur Luxembourg. L'objectif de cette assemblée, c'est de montrer aux travailleurs les impacts des futures mesures prises par le gouvernement arizonien. Futures car certaines mesures ne sont pas encore votées. Alors on ne va pas vous exposer nos craintes, non, on va vous exposer des éléments très concrets, des éléments qui sont sur la table, qui doivent encore être votés. Mais vous allez voir dans cette assemblée qu'il y a énormément de points qui vont toucher tous les travailleurs. Nous allons vous présenter 4 thèmes: les fins de carrière, le pouvoir d'achat, le chômage et ensuite toute une série de mesures qui vous toucheront directement. Avant de démarrer, n'hésitez pas à intervenir dans le chat YouTube. Nous répondrons ensuite en live à la fin de cette présentation. Dans les fins de carrière, il y a 4 thèmes: la pension légale, la pension anticipée, la prépension, que l'on appelle aujourd'hui RCC, et finalement le crédit en fin de carrière. Vous allez le voir, pendant toutes les fins de carrière, on va parler de portes et de clés. Pour la pension légale, je n'ai qu'une seule clé, c'est l'âge. Jusque 2029, 66 ans. Et à partir de 2029, c'est 67 ans. Pour avoir une pension complète, il me faut 45 années de travail. On va passer maintenant dans le plus gros du dossier fin de carrière, qui est la pension anticipée. Je vais toujours rester avec mes clés et il y a plusieurs clés possibles pour partir en pension anticipée. Pour la pension anticipée, il y a 4 clés. La première clé qui est de 60 ans et 44 ans de carrière. La deuxième clé, 61 ans ou 62 ans et 43 ans de carrière. Ensuite, la troisième clé, 63 ans et 42 ans de carrière. Finalement, il y a une quatrième clé qui est un peu plus compliquée, on en parlera après, c'est 60 ans et 42 ans de carrière. Vous l'avez vu, il y a plusieurs façons de partir en fonction de l'âge, mais à chaque fois, on parle d'année de carrière. Alors, c'est quoi une année de carrière? Eh bien, jusque 2026, une année de carrière, c'est 104 jours de travail. À partir de 2027, ce sera 156 jours de travail. Et attention, pas uniquement pour les années après 2027. Non, à partir de 2027, chaque année de ma carrière doit compter 156 jours pour être considérée comme une année de travail. En dehors des jours de travail, il y a d'autres jours qui seront assimilés. Assimilés, ça veut dire qu'ils seront aussi comptés dans une année de travail. Alors là, il y a par exemple le chômage temporaire, le congé de maternité et de paternité, aussi la maladie, mais attention, uniquement la maladie en salaire garanti. Tout ce qui est sur la mutuelle, tout ce qui dépasse le salaire garanti, ne comptera pas dans les 156 jours de travail. On va vous montrer maintenant dans quelles conditions il est possible de partir ou pas en pension anticipée. Je m'appelle Patricia. Je suis née en 1966, j'aurai 61 ans en 2027. Je souhaite prendre ma pension anticipée en 2029, à 63 ans. Pour ça, je dois justifier de 42 ans de carrière comptant au moins 156 jours de travail effectif ou assimilé par année. En 2029, je totalise 40 années complètes et 2 années à 124 jours. J'ai subi 2 opérations de la hanche. Je n'ai donc pas les 42 années requises. Je ne pourrai prendre ma pension qu'en 2031, à 65 ans, uniquement si je preste bien les 156 jours minimum lors de mes dernières années. Moi c'est Pierre, j'aurai 61 ans en 2025. Je voudrais prendre ma pension anticipée en 2027, à 63 ans. Pour ça, il me faut 42 années de carrière comptant au moins 156 jours de travail effectif ou assimilé par an. En 2027, je totaliserai 42 années complètes, ce qui me permettra de remplir toutes les conditions. Je m'appelle Sophia, je vais avoir 60 ans en 2025. Je travaille dans les titres-services depuis toujours à concurrence de 30 heures semaine. Je voudrais prendre ma pension anticipée en 2028, à 63 ans. Pour ça, je dois justifier de 42 années de carrière comptant au moins 156 jours de travail effectif. En 2028, j'arriverai bien à 42 ans avec plus de 156 jours. Toutes les conditions sont remplies, je pourrai prétendre à ma pension anticipée en 2028, à 63 ans. Bien voilà, comme vous l'avez vu, Patricia, malheureusement pour elle, c'est foutu. Mais Pierre et Sophia, super, ils ont droit à leur pension, alors ils sont tranquilles. Eh bien non, parce que malheureusement, derrière la porte pension anticipée, se cache une deuxième porte, qui est le malus pension. Pour passer la seconde porte, il me faudra 7020 jours de travail. Si je n'ai pas ces 7020 jours de travail, j'aurai droit à la pension anticipée, mais malheureusement, elle sera rabotée. On va reprendre l'exemple de Pierre. Il aura 63 ans en 2027. Il a 42 ans de travail avec des années complètes. En moyenne, Pierre travaille 190 jours par an. 190 fois 42, on arrive largement au-dessus des 7020 jours. Pierre
a donc droit à sa pension anticipée et ne connaîtra pas de malus pension. Sophia aura 63 ans en 2028. Nous l'avons vu précédemment, elle a droit à la pension anticipée. Par contre, elle travaille en 30 heures semaine. Elle n'a jamais connu de grandes maladies. En moyenne, Sophia travaille 165 jours par an. Et donc, si on fait le total de toutes ces années, elle n'arrivera pas à ses 7020 jours. Elle va connaître un malus pension. Alors, le malus pension, c'est quoi? C'est un pourcentage de votre pension qui sera perdu. En fonction de votre année de naissance, vous allez subir un malus pension. Si je suis né entre 1961 et 1965, j'aurai 2% de malus. Entre 1966 et 1974, il y aura 4% de malus. Après 1974, tout le monde subira, s'il ne respecte pas les 7020 jours, 5% de malus. Alors attention, c'est par le nombre d'années d'anticipation. On va revenir à Sophia. On l'a vu tout à l'heure, elle a droit à la pension anticipée, mais malheureusement, elle va subir un malus pension. Selon MyPension, Sophia devrait toucher 1 620 € de pension. Sophia compte prendre sa pension anticipée en 2028. Elle aura droit à sa pension légale en 2032. Ça veut dire qu'elle anticipe sa pension de 4 ans. Étant donné qu'elle n'a pas ses 7020 jours, eh bien, elle va subir ce malus pension de 4 ans fois 2%, soit 8% de malus. Pour elle, ça représentera plus de 129 € de perte. Si Sophia était née 10 ans plus tard, ce malus pension serait même passé à 20%, soit 324 € de perte tous les mois. Il y a une autre clé qui permet de partir en pension anticipée. C'est la clé 60 ans et 42 ans de carrière. Mais bien entendu, ce n'est pas si simple que ça. L'Arizona a réussi à rendre les choses encore plus compliquées. On ne parlera plus de 156 jours de travail pour compter une année, mais on parlera de 234 jours de travail. En gros, pour partir à 60 ans et 42 ans de carrière, il faut être un ou une warrior. Qu'est-ce que l'on entend par journée de travail? Eh bien, c'est le travail, la maladie sous salaire garanti et le chômage temporaire. Pour le reste, ça ne compte pas. Si une femme a pris un congé de maternité, par exemple, eh bien, cela ne comptera pas dans son année de carrière. Si on prend les chiffres aujourd'hui, seuls 3% des hommes auraient droit à cette clé et seulement 1% des femmes. Voilà, on vient de passer les clés de la pension anticipée. On va passer une clé supplémentaire qui est la RCC, anciennement appelée prépension. Ça va vite, il n'y a plus de prépension. Depuis le 1er juin 2025, il n'est plus possible de partir en prépension. Et il ne restera plus qu'une seule façon de partir en RCC prépension, c'est en cas de maladie grave. Ces dossiers sont vraiment très complexes et il y en a très peu sur une année. La dernière clé, ce n'est pas vraiment pour ouvrir une porte, c'est plutôt une fenêtre. C'est une façon de souffler. C'est ce qu'on appelle le créditant fin de carrière. Pour l'instant, heureusement, rien ne change. Si j'ai 55 ans et 35 ans de carrière, je peux prendre un créditant de fin de carrière. Passons au deuxième thème, le pouvoir d'achat. L'Arizona refuse de revoir la loi de 96. Mais la loi de 96, c'est quoi exactement? L'objectif principal de la loi de 96, c'est de réduire les salaires, de limiter les salaires. Et pour cela, depuis 1996, il est décidé de comparer les salaires de nos pays voisins, de voir comment les salaires des Français, des Allemands et des Hollandais vont évoluer dans les prochaines années. Pour 2025 et 2026, la norme a été calculée et elle sera de 0%. Cela veut dire qu'on ne pourra pas négocier d'augmentation de salaire, même dans les entreprises qui font des bénéfices. Est-ce juste? Eh bien non, ce n'est pas juste, car cette marge ne prend pas en compte toute une série d'éléments. Par exemple, la productivité des Belges. C'est prouvé, les chiffres sont clairs. Un Belge est plus productif que nos voisins. En plus, cette marge semble oublier qu'il y a des cadeaux faits aux entreprises. Il y a des réductions de précompte professionnel pour le travail de nuit, pour le travail en équipe, il y a des aides à l'emploi. Et malheureusement, dans le calcul de la marge, on oublie volontairement cet argent. On ne parle pas de quelques centimes, non, hein. On parle de 16,4 milliards d'euros. Pour comparer, en Belgique, le chômage coûte 5,1 milliards, soit 3 fois moins. Alors, qui sont les premiers assistés de Belgique? 16 milliards d'un côté, 5 de l'autre. Imaginons que nous prenions en compte ces différentes aides aux entreprises. Eh bien, tout d'un coup, la marge serait différente. On serait à 2,4%.
Ça veut dire que les salaires belges évoluent 2,4% moins vite que les salaires de nos pays voisins. Pour être le plus clair possible, eh bien, on va vous donner deux témoignages. Un d'un travailleur et l'autre d'un employeur. Je m'appelle Marc, j'ai 25 ans et je travaille dans la chimie. Mon salaire horaire est de 18 € pour 38 heures par semaine. Avec la norme salariale fixée à seulement 0%, à la place de 2,4, je perds chaque année 853 € bruts. Ça peut paraître abstrait, mais pour moi ça représente 71 € par mois. Si je regarde plus loin, sur 10 ans de travail, ça fait déjà plus de 8500 € qui ne me rentrent pas dans la poche. Et si je fais toute ma carrière de 40 ans, je perds plus de 34 000 €. En clair, c'est comme si on m'enlevait l'équivalent d'une année complète de salaire. Je m'appelle Johan, dirigeant de l'entreprise où travaille Marc. Nous employons 75 personnes. Avec le blocage de la norme salariale, je n'applique pas l'augmentation de 2,4%. Concrètement, pour un salarié comme Marc, cela représente 853 € par an que je ne débourse pas. Multiplié par 75, c'est près de 64 000 € d'économie par an pour l'entreprise. Sur 10 ans, cela dépasse 640 000 € conservés en trésorerie plutôt que versés en salaire. On ne réforme pas la loi 96, mais le gouvernement, en compensation, il donne quoi? Eh bien, 2 € de chèque repas. Voilà la réponse du gouvernement. Et encore, ces 2 €, ils ne sont pas acquis. Il va falloir les négocier dans les entreprises ou dans les secteurs. Qu'est-ce que l'on veut à la FGTB? Eh bien, c'est négocier là où c'est possible, principalement dans les grandes entreprises qui font de gros bénéfices, qui distribuent des dividendes à 2 chiffres à leurs actionnaires. Et bien là, pourquoi on ne peut pas négocier? Pourquoi on ne peut pas aller chercher des augmentations de salaire là où c'est possible? On va passer maintenant au troisième thème qui est le chômage. C'est un thème très tabou, on le sait. Mais on l'a déjà dit tout à l'heure, les premiers assistés de Belgique, ce ne sont pas les travailleurs sans emploi. Ce sont ces multinationales qui reçoivent des subsides importants, soi-disant pour maintenir l'emploi, mais qui ensuite les redistribuent en dividendes. Le chômage coûte 3 fois moins que les aides aux entreprises. Comme vous le savez, le gouvernement a décidé de limiter les allocations de chômage à 1 an, voire 2 ans si vous avez travaillé au moins 48 mois. L'EMR se justifie par cette décision en disant que la Belgique est l'un des seuls pays au monde où les allocations de chômage sont illimitées dans le temps. C'est vrai. Par contre, ce que le MR oublie de dire, c'est que c'est aussi le pays où il est le plus compliqué d'avoir droit à ces allocations de chômage. Le 1er janvier 2026, 28 000 chômeurs seront exclus. Mais qui sont vraiment ces personnes qui seront exclues? Il y a 4 catégories. Les jeunes, qui vont voir leur allocation d'insertion rabotée, les chômeurs, les travailleurs sans emploi de plus de 20 ans, mais aussi les travailleurs qui sont au chômage, mais qui malheureusement n'ont pas des contrats suffisamment longs pour être considérés comme travailleurs. En Belgique, si tu ne travailles pas 3 mois consécutifs, tu es considéré comme chômeur. La 4e catégorie de chômeurs exclus, ce sont des personnes qui ont un complément chômage. Ces personnes-là ont un travail en temps partiel et touchent en même temps un complément chômage. Les femmes et les hommes qui sont sous contrat de travail de plus de 19 heures semaine garderont leur complément de chômage. Mais pour cela, ils devront accepter de perdre leur droit aux allocations de chômage s'ils sont licenciés. Que vont devenir ces 28 000 personnes? Eh bien, une partie ira au CPS. Et qui finance ces CPS? Ce sont les communes, ce sont les travailleurs de ces communes. Et malheureusement, là où il y a plus de travailleurs sans emploi, ce sont dans les communes défavorisées. Ça arrange la NVA de dire que les communes wallonnes devront payer pour leurs travailleurs sans emploi. Une deuxième tranche de ces 28 000 exclus se retrouveront avec des revenus fortement à la baisse. Je vais prendre l'exemple de tout à l'heure où une travailleuse a un complément chômage. Eh bien, si ce complément disparaît, la famille devra vivre avec moins de moyens. Une autre partie se retrouvera certainement au travail, mais avec quelles conditions, avec quel salaire et quelle formation. Ceci n'est qu'une première vague. Les vagues suivantes vont arriver. Mars, avril, les chômeurs de plus de 8 ans seront exclus. Dès juillet, l'intégralité des chômeurs qui ont des allocations depuis plus de 1 an ou 2 ans seront exclus. Quelles sont les revendications de la FGTB? Eh bien, tout d'abord, c'est d'annuler cette limitation dans le temps des allocations de chômage. Ce que l'on souhaite à la FGTB, c'est que l'on aide ces travailleurs sans emploi à être formés, qu'on leur donne un vrai emploi, un emploi stable. Et comment on le finance? Eh bien, avec ces milliards qui sont donnés aux grandes entreprises. Le chômage, ce n'est pas que pour les travailleurs sans emploi. Les travailleurs ont aussi
du chômage temporaire. Sur les 4 000 premiers euros de chômage temporaire, vous ne payez pas d'impôt. Eh bien, ça, c'est fini. Ces 4 000 euros seront réintégrés dans votre salaire et vous payerez de l'impôt comme sur le restant de vos revenus. Ça peut représenter entre 1 000 et 1 500 euros de coûts supplémentaires au niveau des impôts. La quatrième partie, j'ai envie de dire, s'il y en a un peu plus, je vous le mets quand même, bien, je crois que M. Boucher et M. De Wever, c'est ce qu'ils se sont dit. Ici, on va parler de toute une série de mesures qu'on n'a pas su classer. Mais vous allez voir, ça va encore nous impacter énormément. Une mesure, par exemple, c'est la fin du durée de contrat minimum. Aujourd'hui, on ne peut pas signer un contrat de moins de 13 heures semaine, à part dans le nettoyage. Eh bien, c'est fini. Maintenant, la durée minimale, c'est 3 heures, parce qu'il est interdit d'être appelé pour moins de 3 heures. Sinon, plus de durée minimale de contrat de travail. Pire, il lance même l'intérim à durée indéterminée. Demain, vous pourriez être intérimaire à durée indéterminée. Je vais vous expliquer un exemple bien concret. Je suis travailleur sans emploi. Je vois mes allocations qui vont bientôt se terminer. Eh bien, une agence intérim pourra me proposer un contrat de 3 heures semaine à durée indéterminée. Et en plus, en flexibilisant cela au maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette semaine-ci, je pourrais travailler 3 heures semaine. La semaine suivante, travailler 15 heures, 18 heures, 24 heures. Et ensuite, pendant plusieurs semaines, ne pas être rappelé. Ça s'appelle être corvéable à merci. Une autre mesure qui apparaît, c'est la fin du travail de nuit. Aujourd'hui, la législation dit clairement que le travail de nuit, c'est interdit. Eh bien, c'est fini. Et ça a quoi comme conséquence? Eh bien, à partir du moment que c'était interdit, on négociait des exceptions. Étant donné que ce ne sera plus une exception, il n'y aura plus de sursalaire à négocier. Ces mesures prendront compte à partir de 2026. Les travailleurs engagés avant cette date garderont leur prime. Pour la suite, ça s'annonce plus compliqué. Une troisième mesure, la limitation du préavis à 52 semaines. Autrement dit, une fois que j'aurai 17 ans d'ancienneté, mon préavis sera gelé. Mais voilà, une nouvelle attaque sur des conquis sociaux. Vous en voulez encore? On va parler des heures supplémentaires. Vous pourrez prester jusqu'à 360 heures supplémentaires. Ça fait un jour par semaine en plus. Les sursalaires, c'est fini. En compensation, pour les 240 premières heures, vous toucherez le brut en net. Une fois de plus, c'est la sécurité sociale qui sera touchée. Nous allons vous prendre un dernier exemple pour vous montrer que ce gouvernement ment. Nous en avons entendu beaucoup parler, c'est la réduction du précompte immobilier à 3%. Il le disait, les jeunes vont pouvoir acheter, les personnes plus défavorisées vont pouvoir enfin acquérir des maisons. C'est du bidon. Car ce qu'ils oublient de dire, c'est que votre emprunt hypothécaire, vous ne pourrez plus le déduire de vos contributions. Les calculs sont simples. Si vous achetez une maison pour moins de 425 000 euros, vous perdez de l'argent. Et ça, on n'en parle pas. C'est vraiment une preuve que ce gouvernement n'arrête pas de mentir. Et les seules personnes qui en profitent, ce sont les riches ou les extra-riches. Nous l'avons dit, ces textes ne sont pas encore signés. Ce ne sont pas des craintes, ce sont des textes réels, mais ils ne sont pas signés. On doit donc se mobiliser. Le 14 octobre, vous devez être avec nous dans la rue. Vous devez dire non à ce gouvernement qui fait payer les travailleurs au profit des riches et des extra-riches. Le 14 octobre, vous devez être avec nous dans la rue.